J'ai vu des larmes dans ses yeux lorsque les heures de visite se sont terminées. Ex-détenu, quelle est la chose la plus triste que vous ayez vue en prison? Lorsque j'étais ado, je suis allé en correctionnel pour avoir accidentellement mis le feu à une forêt et mon compagnon de cellule n'avait que quelques années de plus que moi. C'était un gars super sympa et décontracté. Nous nous entendions très bien, et nous sommes même devenus amis pendant notre détention. Je n'étais qu'un enfant, alors je n'ai pas vraiment posé de questions sur les raisons pour lesquelles les gens étaient là. Le jour de ma sortie, j'ai appris qu'il était en prison pour meurtre. Apparemment, il en avait vraiment assez que son beau-père le maltraite physiquement et il l'avait tué. Je n'ai jamais vraiment su tous les détails, mais je peux vous dire que lorsque je lui parlais, il semblait être un bon garçon dans l'âme. Il avait des choses et des gens auxquels il tenait, des choses qu'il voulait faire, des centres d'intérêt, etc. Les gardiens devaient évidemment le savoir, mais ils ont toujours été super gentils avec lui, de manière perceptible, encore plus que les autres détenus. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé. J'ai connu un homme qui n'avait jamais eu de problème dans sa vie. Il travaillait dans l'industrie automobile dans le Michigan et a perdu son emploi. Il a pris du retard dans le paiement de la pension alimentaire et s'est retrouvé en prison. Dès sa première nuit, ses deux compagnons de cellule se sont disputés parce que l'un d'eux ne trouvait pas sa brosse à dents. Ils ont finalement cessé de se disputer et se sont endormis. Au milieu de la nuit, il a été réveillé par le gars qui battait celui qui l'accusait de vol. Il l'a littéralement battu à mort. Apparemment, il s'était emparé d'une sorte de poteau ou de bâton. Toute la cellule était couverte de sang. Ils finissent par découvrir que le type qui l'accusait de l'avoir volé ne l'avait finalement pas volé. Je n'oublierai jamais la peur et le regard du gars quand il m'a raconté ce qui s'était passé. J'ai passé une semaine en prison au milieu de nulle part au Kansas pour une affaire de drogue. J'avais 19 ans et une peur bleue. Il y avait une pièce avec environ 4 bancs de pique-nique communs et 2 pièces de chaque côté avec environ 6 couchettes. J'ai remarqué que l'une d'elles était pleine et que l'autre ne contenait qu'un seul homme. Ne comprenant pas du tout la situation, je me suis dirigé vers les couchettes vides et un homme m'a attrapé par l'épaule et m'a jeté un regard dur qui disait « non », mais sans dire un mot. J'ai ensuite remarqué que les autres prisonniers s'étaient installés dans des coins, sur leur matelas. J'ai fait de même. J'ai rapidement découvert que le solitaire était détenu pour crime contre un enfant. Je me suis bouché les oreilles et j'ai regardé le mur, comment en suis-je arrivé là? Je me suis couvert les oreilles et j'ai regardé le mur, comment en suis-je arrivé là? Et j'ai pleuré toute la nuit. J'ai été libéré sous caution le lendemain. C'était en 1992, pendant les vacances de printemps de la première année d'université. Je me rendais en voiture chez un ami à Wichita. Je n'ai jamais eu à purger de peine, première infraction, bon avocat, étudiant, etc. J'ai eu beaucoup de chance. Quand j'étais jeune, j'avais 15 ou 16 ans à l'époque. La plupart d'entre nous étaient des adolescents plus âgés. Un gamin de 11 ans a été arrêté. Il avait jeté des pierres sur la maison d'un de ses professeurs. Il y avait un gros garde plus âgé qui travaillait là, c'était généralement des gardes civils, étant donné que nous étions des mineurs. Ce type, nommé Travis, a commencé à être bizarre avec le gamin. Au début, le gamin était comme n'importe quel autre enfant de 11 ans. Heureux et chanceux. Travis est devenu très tactile avec lui. Au moment des repas, il se frottait activement à lui. Nous l'avons tous vu, c'était un établissement fermé, mais nous en avons tous été témoins. Le type lui frottait le dos, lui touchait la jambe. En quelques jours, les enfants ont changé d'attitude. Nous savions tous que Travis l'agressait. Même si nous ne pouvions pas le prouver. Je traînais un jour à la bibliothèque de la prison. Tout d'un coup, un jeune qui venait d'arriver s'est occupé de ses affaires et a commencé à lire quelque chose. L'un de mes gars qui était aussi là s'est levé, s'est approché du plus jeune et l'a tabassé à mort. Je veux dire qu'il lui a littéralement arraché la vie. Le sang volait partout. Le gamin était à terre et le mec n'arrêtait pas de lui défoncer le visage, c'était comme s'il s'était littéralement effondré. Je me suis levé et j'ai pris du recul pour ne pas me faire sauter dessus par les matons quand ils sont arrivés. Ils ont littéralement traîné ce gamin sans vie et ont menotté le gars que je connaissais. Je l'ai revu une fois avant de sortir, et je lui ai demandé ce qui s'était passé ce jour-là. Tout ce qu'il a dit, c'est que j'avais envie de tuer quelqu'un.
Inutile de dire que j'ai de sérieux problèmes de confiance depuis lors, et depuis que je suis enfermé en général. Voir ce jeune homme de 18 ans se faire battre à mort devant moi, c'était vraiment traumatisant. Un jeune de 17 ans était dans mon quartier. Il s'appelait Israël. Il avait été mis à la porte de la maison de sa grand-mère quelques mois auparavant pour avoir consommé de la drogue, et vivait donc dans la rue. Il a été arrêté pour vol de colis. Il n'était là que pour 30 jours, mais il en profitait à chaque instant. Parce qu'il était jeune et qu'il était généralement un bon gars, les gens s'occupaient de lui. Je lui ai appris à jouer au pic. À la fin des 30 jours, il ne voulait plus sortir. Il ne voulait pas retourner à la vie dans la rue, sans nourriture. Il avait l'intention de faire quelque chose pour y retourner, mais j'ai essayé de le convaincre que ce n'était pas ce qu'il voulait. Je lui ai dit qu'il devait aller parler à sa grand-mère, arrêter de se droguer et essayer de trouver un travail pour l'aider à payer ses factures et l'empêcher d'avoir des ennuis afin qu'il puisse bientôt avoir son propre logement. Il m'a entendu, mais je doute qu'il ait écouté. Si je devais deviner, il s'est probablement fait enfermer à nouveau, mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Mon frère avait 3 dents en or. Elles lui ont été arrachées au cours des premiers mois de son incarcération. Il a dit qu'il les avait perdues lors d'une bagarre, mais un gardien nous a dit qu'il avait probablement été maintenu au sol et qu'on les lui avait arrachées de force, à en juger par les dommages causés à ses gencives. Un type avec qui nous avons travaillé a découvert que son père avait tué sa femme, sa mère et leur enfant avant de se suicider. Il est allé dans sa cellule pendant un certain temps et au bout de 40 minutes, il a crié à l'aide. Il est sorti de sa cellule en titubant, les poignets coupés et le cou très abîmé. Malheureusement, il n'a pas fait plus de quelques pas hors de sa cellule avant de tomber et de ne plus réagir. C'était presque aussi dur que lorsque le frère de mon meilleur ami a décidé de s'exploser l'arrière du crâne dans la chambre à côté de la nôtre. Mon ex-petit ami a été en prison pendant près de 3 ans. Je lui rendais visite tous les samedis. Il y avait beaucoup de familles dans la salle des visites. Imaginez une sorte d'entrepôt avec des petites tables et des chaises. Il y avait une femme qui rendait parfois visite à son mari et lui faisait des branlettes sous la table, parfois elle s'asseyait sur ses genoux et le chevauchait pendant un moment. Juste à côté de ses 2 petits-enfants. Je n'oublierai jamais le visage de ces enfants, fixant le mur, et essayant d'ignorer ce que faisaient leurs parents. Les gardiens l'ignoraient la plupart du temps parce que le type était apparemment un gros trafiquant de drogue et qu'il avait beaucoup d'influence. C'était absolument dégoûtant et humiliant pour ces enfants. Mon ex me reprochait de les regarder avec dégoût, il ne voulait pas avoir d'ennui avec ce type. C'était vraiment n'importe quoi. Il y a une personne qui est allée en prison et qui pleurait tout le temps. Il ne parlait jamais, mais au bout d'un moment, il est apparu que l'officier l'avait forcé à avouer qu'il avait tué une personne, sans quoi il violerait sa sœur sous ses yeux. Il a avoué et a été condamné à la prison à vie. Nous sommes dans un pays très conservateur. Un détenu a reçu une mauvaise nouvelle, sa mère est décédée juste avant le jour de Noël. Il était minuit et nous n'allions pas servir de repas avant un bon moment. Les salles de jour étaient vides de détenus et il était donc un peu étrange de devoir escorter un type jusqu'au bureau du lieutenant-colonel. J'ai été renvoyé dès notre arrivée et il a été renvoyé seul. Ce type était un fauteur de troubles, toujours irrespectueux envers nous et les autres détenus. Lorsqu'il est revenu, je me suis dit que j'allais vivre un enfer en le remettant à sa place. Au lieu de cela, il est retourné calmement dans sa cellule, n'a pas dit un mot et n'a même pas regardé autour de lui. Nous avons vérifié son état à plusieurs reprises et il ne s'est rien passé pendant mon service. Lorsque je suis revenu le lendemain, j'ai découvert qu'il s'était pendu dans sa cellule avec une serviette pendant que son collègue était en récréation et que les officiers étaient occupés dans une autre aile. Je me souviens que le pire a été de recevoir l'appel pour l'escorter parce que lorsqu'ils ont appelé, on venait de passer de la veille de Noël au jour de Noël, donc pour Noël, il a passé une nuit de plus en prison et il a perdu sa mère. Je ne suis pas un prisonnier, mais j'ai travaillé dans une prison pendant environ 2 ans en tant qu'administrateur. Beaucoup de choses tristes se produisent en permanence. Souvent, les visites de la famille du détenu se transforment en une grande manifestation et le détenu retourne dans sa chambre déprimé parce que c'était la première fois depuis des mois qu'il voyait sa famille. Il est arrivé qu'un détenu attende la visite de sa mère et de sa sœur. La famille avait réservé un créneau d'une demi-heure et le détenu était dans la salle d'attente. Mais elles ne sont jamais venues.
J'ai vu des larmes dans ses yeux lorsque les heures de visite se sont terminées et qu'on lui a dit de retourner dans sa cellule. Notre prison organise également des cours d'anglais et de mathématiques pour les détenus. L'un d'entre eux avait beaucoup révisé et préparé son examen d'entrée à l'université, depuis près d'1 an je suppose. Le jour de l'examen, il a appris que son partenaire s'était suicidé et il a été mentalement traumatisé de passer l'examen. Il a perdu son partenaire, a raté sa chance de se présenter à l'examen et a perdu une partie de son esprit. Il y a d'innombrables petites histoires que j'ai vues et qui sont extrêmement tristes. Lorsque j'en parle aux gens, ils n'éprouvent que très peu de sympathie à leur égard. Toutes les personnes atteintes de maladies mentales graves qui ne devraient pas se trouver là. Dans une prison pour immigrés, j'ai vu un Coréen mourir de problèmes liés au sida parce que la prison ne lui fournissait aucun médicament. Dans la même prison, un ami s'est retrouvé avec de multiples tumeurs cancéreuses causées par l'absence de traitement pour un cancer de la prostate. La prison a refusé de l'emmener à l'hôpital pendant plus de 2 ans. Lorsqu'il a reçu le diagnostic du cancer de la prostate, celui-ci s'était déjà propagé au foie, aux poumons, au côlon et aux os. Il est en phase terminale. Il est mort environ 2 mois après ma libération. J'ai fait mon temps de 2018 à 22. Étant asiatique, nous sommes peu nombreux en prison et j'ai fini par être compagnon de cellule du seul autre Vietnamien. C'était un condamné à perpétuité qui ne rentrerait jamais chez lui et qui m'a accueilli comme un petit frère. D'habitude, je reçois du courrier de ma famille, mais cette fois-ci, j'ai vu la lettre et elle était pour lui. Je lui ai tendu la lettre avec enthousiasme, mais il était sous le choc de savoir que c'était pour lui. Lorsqu'il a lu la lettre, son visage en disait long et il était clair que ce n'était pas une bonne lettre. Il m'a raconté plus tard qu'il avait contacté son oncle pour savoir où se trouvaient ses parents parce qu'ils étaient au Vietnam. Son oncle lui a dit de se laisser mourir, qu'il était gênant pour la famille, qu'il l'avait emmené aux États-Unis juste pour foutre sa vie en l'air et de ne plus jamais le contacter à moins qu'il ne soit libéré. Il parlait à peine l'anglais et était globalement un bon gars qui a commis une grave erreur. Il avait une énorme dépendance à la drogue que j'ai négligée jusqu'à ce qu'elle devienne incontrôlable. Pendant le décompte, nous devions nous lever et montrer notre carte d'identité aux gardiens qui faisaient leur ronde. Mon compagnon de cellule me disait quand il allait se droguer, ce qui ne me posait aucun problème, car je n'ai pas à juger et c'est ainsi que cela se passe en prison. Tant que je sais que vous ne fouillez pas dans mes affaires personnelles, que vous respectez la maison et que vous ne touchez pas à mon hygiène, tout va bien. 4 ou 5 coups forts et je suis réveillé pour l'heure du décompte. Je saute du lit et remarque que mon compagnon de cellule est littéralement affalé sur le tabouret, comme on voit les sans-abri qui sont sous l'emprise de l'héroïne. Les gardiens savent exactement ce qui se passe mais préfèrent fermer les yeux plutôt que de taper un rapport disciplinaire. Quoi qu'il en soit, je jette un coup d'œil à notre table et c'est là que tout se trouve. 1 gramme d'héroïne, une seringue, une boule de coton et une cuillère. Rien que ça peut vous valoir 5 à 10 ans de prison en plus du temps mort dans l'unité d'isolement. Après cela, j'ai essayé de lui expliquer que s'il ne mettait pas de l'ordre dans ses affaires, je devrais quitter la cellule. Des amis dans la cour me disent que mon ancien compagnon de cellule est très triste, qu'il n'agit plus de la même manière, il n'avait pas de soutien familial, de lettres ou d'appels téléphoniques, alors je l'ai accueilli comme un membre de la famille, j'ai pris soin de lui et je l'ai laissé parler à ma mère au téléphone parce que nous sommes de la même région et que nous sommes vietnamiens, afin qu'il puisse avoir un certain sens de la famille. Le Covid-19 a frappé le monde et la prison était un véritable enfer. Nous sommes restés enfermés pendant 4 à 5 mois, sans appel téléphonique ni courrier à l'entrée ou à la sortie. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe, car les gardiens ont tout peur, ne travaillent pas et refusent de se faire vacciner. Pour faire court, mon compagnon de cellule s'est retrouvé être le patient zéro et a eu le Covid en premier dans la cour. Il a été complètement isolé dans une autre unité, seul avec d'autres personnes qui ont également attrapé le virus. Journée typique dans l'enceinte de la prison, une alarme se déclenche alors que nous sommes tous en confinement. Tout le monde pense qu'il s'agit d'une bagarre dans une autre unité. 3 à 4 heures plus tard, un commandant se rend dans ma cellule, je pense qu'il s'agit d'une extraction de cellules et je me prépare à être perquisitionné. Il me fait sortir et me dit que mon ancien compagnon de cellule a été retrouvé mort, qu'il a tressé les draps de son lit, qu'il les a enroulés entre l'unité de climatisation, qu'il s'est mis à genoux, qu'il a commencé à faire tourner son corps jusqu'à ce que la circulation s'arrête et qu'il s'est suicidé. Mon cœur s'est brisé en deux et j'ai pleuré dans la cellule. Bien sûr,
Certaines personnes en prison sont des salauds et se sont moqués de la situation. J'ai fini par frapper ce type dans notre salle de repos pour s'être moqué du suicide de mon compagnon de cellule et j'ai fini par passer 6 mois isolé avec une période supplémentaire pour incitation à l'émeute. Une année supplémentaire en plus du temps que j'avais. J'ai découvert qu'il l'avait réanimé, alors qu'il était mort depuis environ 25 minutes et qu'il se trouve maintenant dans une cour médicale où il est sous assistance respiratoire depuis 2 ans. L'État ne peut pas le débrancher à moins que la famille ne donne la permission de tuer leurs proches, mais ils ont essayé d'entrer en contact avec lui, trop peu, trop tard. Je prie pour son âme et le bien-être de sa famille jusqu'à ce jour. Repose en paix mon frère, la vie après la mort sera gracieuse et puisses-tu être réuni avec ta famille quand le moment sera venu. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager vos expériences en commentaire. Merci à tous et à la prochaine vidéo.